Je suis donc natif de Salé. Je m'appelle Mohamed El Montasser. Le nom de Montasser lui-même, c'est bien avec l'indépendance, parce que je suis né en 1952. Et à Salé, il y avait plein de mouvements de résistance et tout pour chez Haro, le Maghreb. Ou d'ailleurs, l'endroit où j'ai vécu, c'est à côté de la mosquée, la grande mosquée, Mir Khalj Latif. Donc mes frères et moi-même, mon père étant lui-même dans la résistance avec mon oncle, il nous a tous donné un prénom, l'effet Nasser. Mon frère, il est en Allemagne, il s'appelle Nasser, il est artiste peintre aussi. Moi, je m'appelle Montasser, et donc ma soeur Smita Wessal. Pour vous dire comment on était rattaché à la ville de Salé, même le nom Chmer vient de l'origine de Chmer. Notre ancêtre qui était en Andalousie a ramené la technique avec lui, qui elle-même est venue de Turquie. Et comme à l'époque il n'y avait pas de lumière, l'électricité, donc ce qui existait c'était l'usine, en quelque sorte la fabrique de cire. Et donc on était connus comme les fabricants de la cire, Chmeiri, Chmao. Mais originellement on s'appelait les Fihri. يعني جدنا كان عقبابنا فيه فيري اللي هو justement المدرسة ديال السلا والمدرسة ديال القرويين فاس سي الفاطمة فهرية وهذو اللي كانوا. Donc voilà pour revenir à l'histoire qui date dans les 500-700 ans, hein, c'est pas de maintenant. Et il y a même une partie des Chmao qui sont en fait partis à Fès et on les appelait les Fessi Fihri. Voilà un peu l'histoire entre les Fessi Fihri qui sont des cousins. Asliyin min Fihri. Bon, tout ça, je vais être plus bref. Hein, nous sommes tous des descendants d'Adam et d'Ève, et c'est pas pour m'étendre là-dessus. Mon père, donc, au lendemain de l'indépendance, est parti à Casablanca. Donc, je suis né à Salé, mais mon père étant fonctionnaire, il a beaucoup fait de villes. Mais comme le système éducatif il commençait à peine au Maroc, il a finalement compris l'importance de ce qui est déjà structuré chez les Français, c'était l'éducation. Et donc, contrairement à tout ce qu'on pouvait penser, les gens n'envoyaient pas leurs enfants à al-Kha'in, c'est-à-dire à Mustamir, le français. Donc, pas beaucoup de gens ont osé faire le pas pour poser leurs enfants à la mission. Mon père était de ceux-là. À un moment donné, on nous a même traité de Khawana et tout, etc. C'était vraiment très fort. Mais mon oncle a très vite compris que Hitler allait s'attaquer aux musulmans après et aux noirs. Donc il a déconseillé aux résistants de demander l'indépendance tout de suite. C'est-à-dire que ce n'était pas le moment, que si on envoyait les Français qui étaient du gouvernement de Vichy de l'époque, et les Allemands vont venir et ils vont rester plus longtemps. Il a compris ça et il a fait volte-face et il a revu sa position. Et donc nous, historiquement, nous sommes connus pour être Ouled el-Khawana. Voilà. Mais après, l'histoire a fait le pas et l'histoire a été rétablie. Bon, maintenant, on n'est pas dans l'art. Je vais vous ouvrir l'art qui est, lui, international, qui n'a pas de frontières, qui est un langage, la communication. Et c'est pour ça que j'ai apprécié, tout petit d'ailleurs, père qui m'a mis un petit peu, la drogue. Il est allé un jour, il voyait que j'aimais bien peindre, et quand il est allé en voyage, il est parti à Vichy, au retour il m'a offert une petite boîte de peinture. C'est là où j'ai commencé à faire mes essais moi-même. Donc c'est dommage parce que j'ai pas gardé ces dessins, mais j'ai toujours peint, je me rappelle, j'ai toujours fait des dessins, de la peinture. Et comment je suis passé de la peinture figurative à la peinture abstraite. J'avais très bons dessins à la mission, des très bons professeurs, Guéraud, qui lui-même faisait les dessins du train. Il a fait des affiches de la Royal Maroc. C'était mon professeur. Et donc il était ébahi par ce que je faisais, il a gardé tous mes dessins et un jour il m'a fait la surprise de faire ma première exposition alors que j'avais peut-être 13 ans ou 14 ans. Tous mes tableaux, il les a fait dans une porte. C'était à l'époque le format qu'on utilisait, c'est un 16e raisin, petit
petit format. Et il m'a fait la première surprise. Il m'a dit si tu peux aller loin comme ça. Bon, évidemment, j'avais envie de faire ça. Donc, quand j'ai fait mes études, j'optais déjà, je regardais pour voir une école de beaux-arts en France, parce qu'il y avait celle de Casablanca, mais j'avais envie d'aller à l'extérieur, de voir du monde, cette Europe dont on nous parlait tant, Paris, tout ça. J'ai dit, si je reste là, je ne sortirai jamais. Donc on a eu un moment de discussion avec mon père qui était bien, qui était ouvert. Il m'a dit, écoute, moi je te conseille de faire des études qui permettront de gagner ton morceau de pain, comme on dit. Et à côté, tu peux toujours faire de la peinture. Et j'ai suivi son conseil. Donc je m'étais inscrit à l'école des beaux-arts de Bordeaux. À l'époque, il n'y avait pas d'école d'architecture. J'avais envie de faire de l'architecture parce que pour moi, dessiner quelque chose et le voir, créer quelque chose et le voir ressortir de terre, c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus, ça va rester. À moins d'un tremblement de terre, on l'a dit, c'est une œuvre qui va rester. Et donc, si on parle par rapport au devenir de l'œuvre, qu'est-ce qu'elle va devenir? Bon, je suis allé à Paris, j'ai fait mes études en droit et en économie. Je suis lauréat, un des premiers lauréats marocains de l'école de la Sorbonne, de Paris 1. Elle est connue aussi pour sortir des éléments valables. J'ai choisi de rentrer au pays parce que le pays avait besoin de moi, plus qu'en France. Et d'ailleurs, quand je suis rentré, j'ai tout de suite été à la fac de droit, d'économie, en 1980, où j'ai fait la fonction d'adjoint du doyen, responsable du service des annexes du Souci, mais toujours avec l'idée, j'ai toujours gardé l'idée de la peinture. Bon voilà, c'est une de mes facettes, c'est que j'ai contribué, alhamdoulilah, à l'éducation de plusieurs étudiants, qui sont maintenant des responsables. Et c'est une satisfaction personnelle parce que mon pays avait besoin de moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont agi comme ça, des médecins, des ingénieurs qui ont préféré rester ici au lieu d'aller servir le pays ailleurs. Bien, donc je disais, ça m'a permis d'avoir cette possibilité de sortir et de ne pas faire ce que veulent faire les galeristes qui, eux, ont des acheteurs, qui leur demandent pratiquement de style. Là, j'ai opté pour ne pas qu'on me reconnaisse dans un tableau. C'est-à-dire que pour moi, chaque tableau est une naissance. C'est un bébé qui sort, avec son nom, avec sa date de naissance. Et donc, c'est très difficile, par la suite, de vouloir faire le même. Bon, disons qu'ils sont des frères, ils ont un style qui s'approche, mais pour moi, un tableau, ce n'est pas un seul style, ce n'est pas une seule technique. Moi, je reste étonné des gens qui me disent, qu'est-ce que vous utilisez comme matière? Est-ce que l'acrylique, la peinture à huile? Moi, je leur dis toujours ça. Je dis, quand un poète, il écrit, les gens ne lui posent pas la question est-ce qu'il a écrit avec un stylo bleu, un stylo rouge, sur un papier ou sur l'imprimante, sur un ordinateur. Je pense que c'est le résultat final qui compte. J'ai compris très tôt en fait que l'art c'est un langage. Que ce soit dans le théâtre, même les mimes, ils parlent, mais pourtant ils ne parlent pas. Ils parlent avec ses gestes, avec... L'art, c'est comme les règles mathématiques, comme les mathématiques. Ils n'ont pas de comment dire, nationalité. On fait des mathématiques, on fait des tas de projets. La musique, on a des notes, et puis après, ça y est, vous avez des musiques orientales, des musiques classiques, des technos. Donc c'est un peu ça. Maintenant, ceux qui encore disent l'art marocain, à mon avis, n'ont rien compris. Je m'excuse pour eux s'ils m'écoutent.
Et il n'y a pas d'art marocain. Qu'est-ce que tu veux mettre? Tu veux mettre une porte fer forgé et dire voilà, c'est ça l'art marocain, ou utiliser, je ne sais pas, le henna et dire c'est l'art marocain ou le cuir marocain. Moi, justement, je veux donner un langage où des artistes peuvent communiquer juste avec leur tableau. Et c'est ce qui explique que je voyage beaucoup à l'étranger, parce que quand j'amène ma toile, on est 30 artistes de toutes les religions, il y en a qui viennent de tous les pays, de Chypre, de Grèce, de Roumanie. Là, on n'a pas, le seul langage qu'on a, c'est celui qu'on fait. On va peindre nos œuvres sur place et on se comprendra. On connaîtra la valeur, parce que les gens croient que l'art abstrait, c'est n'importe qui peut le faire. En fait, c'est des règles. Il faut apprendre les couleurs, les choix, les mélanges des couleurs, les sensations que ça fait, les formes, comment rendre donner une profondeur à un tableau. C'est pas un tableau qui est tout blanc, il n'y a pas de profondeur, il est plat. Donc il faut lieu de l'ombre, il faut un squelette, il faut qu'on rentre, que les yeux pénètrent dedans. En même temps, il faut que ça vous rappelle des choses. Parce que quand vous voulez évoquer l'été, le soleil, tout ça, vous essayez de mettre des couleurs qui vont avec cette saison. Je vous expliquerai, si on a le temps, une thématique sur les 4 saisons que j'ai faites avec des tableaux que j'ai peints le jour de la saison. Par exemple, j'ai peint des tableaux exprimant l'hiver avec des couleurs froides, des bleus, des verts, des violets. Voilà, et puis le printemps, c'est des couleurs. Et donc, voilà, et sous une musique de Vivaldi, les 4 saisons, etc. Et bien sûr, à tout ça, on le sait, les couleurs n'existent pas, c'est une défragration de la lumière qui est les tout. Et là, on peut revenir à ce qui est religieux, à la lumière divine, à la lumière du tunnel qu'ont vu plusieurs personnes quand ils sont morts. Ils sont revenus à la vie. Ce sont des gens qui ont perdu, ils étaient dans un coma, qui sont revenus. Ils racontent tous la même chose. Qu'il y a eu un tunnel de lumière, qu'ils avaient le choix d'y aller ou de rester. Et qu'ils pensaient, ils se voyaient. Donc, je reviens à quelque chose, on dit que nos yeux, en fait, ce n'est pas nos yeux. C'est des fenêtres. C'est là que je veux revenir à l'âme, qui, elle, regarde. L'âme, si je devais situer l'âme quelque part dans le corps, j'aurais du mal à dire. Les gens, ils disent qalbi, mais on sait très bien que leur cœur, c'est une pompe de soleil. Mais les gens le situent là. Il y en a d'autres qui vous disent qu'il y a plusieurs endroits dans le corps qui supportent l'âme. Et pour moi, l'âme, c'est comme une puce d'un téléphone. Elle est là, sauf que le créateur, parce que nous sommes des créateurs, mais des petits créateurs, le grand créateur, c'est cette force que des gens appellent la nature, d'autres appellent God, d'autres appellent Dieu. On parle de la même Allah. Moi, je vous l'ai dit, le grand créateur, c'est Dieu. Tout ce qu'il a fait, c'est beau. On ne peut pas dire que Dieu a fait quelque chose de moche. Nos yeux interprètent les choses. La beauté chez une Africaine n'est pas la même que chez une Chinoise ou une truc. C'est nous qui faisons un jugement sur la beauté des choses. Donc, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau? C'est un critère selon les modes, selon les trucs. Et un jour, c'est beau, demain, c'est pas beau. Un jour, vous prenez un pantalon déchiré, ça passe.
Moi, quand j'étais petit, si je déchirais mon pantalon, ma mère, elle me disputait. Donc, on ne peut pas dire on reste accroché à quelque chose indéfiniment. Dieu, le Créateur, a fait toute chose avec une fin. Une fin et un renouvellement. C'est-à-dire, comme une vague. Elle meurt et elle renaît, avec autant de force. Donc nous, l'art qu'on fait, quand on voit l'art qui a commencé, on a ce besoin de laisser une trace derrière nous. D'ailleurs, les hommes préhistoriques, ils ont laissé des œuvres d'art que maintenant n'ont plus de prix tellement c'est précieux. Mais ils ont trouvé le besoin de raconter leur histoire, de la figer dans la pierre, dans les cavernes, dans les trucs, parce qu'ils ne voulaient pas mourir et ne rien laisser. Est-ce que c'est notre cas, nous, en tant qu'artistes? On veut laisser derrière nous quelque chose comme les pyramides au Caire, comme ceux du Mexique ou des autres pays. Même les pharaons veulent laisser quelque chose derrière, une trace. Est-ce que nous, autres artistes, nous laissons nos tableaux? Non, on ne veut pas les vendre. Beaucoup d'artistes ne veulent pas vendre leurs œuvres. Parce que pour eux, c'est la trace qu'ils vont laisser derrière. Il n'est pas sûr que s'ils vendent sa tableau à quelqu'un, elle va rester. Moi, je me pose des questions quand je vois des œuvres partir. J'ai mon cœur qui s'arrache. Et c'est pour ça que je mets une valeur assez... Bon, c'est cher, c'est relatif. Les gens qui ont des milliards, pour eux, 200 000 dirhams, ce n'est rien. Par contre, bien sûr, pour quelqu'un qui travaille, qui n'a pas le SMIC, etc., ça devient pour lui inaccessible. Alors pourquoi est-ce que les artistes font des œuvres qui coûtent aussi cher? Quelque part, je me demande si ce n'est pas une façon de voir vraiment, de confier cet enfant que quelqu'un qui va en prendre soin, parce que sachant qu'il a mis dedans une valeur qui n'est qu'une valeur sentimentale. Parce que quand on voit la Joconde ou quand on voit les œuvres de Van Gogh n'a jamais rien vendu, c'est son frère qui lui a vendu une œuvre. Et maintenant, ces œuvres valent des milliards. C'est triste d'ailleurs de voir qu'il y a des artistes qui n'arrivent même plus à vivre avec ce qu'ils ont produit et que d'autres, par ailleurs, s'enrichissent avec et font des marchés. Bon, donc je reviens au grand créateur. Il a fait les choses belles. Tout ce qu'on voit maintenant. Qui a fait ça? Qui est cet artiste? Comment on peut dire qu'il n'y a pas un créateur, mais il faut toujours revenir avec l'idée que ce n'est pas un être, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, et à partir de là, on l'accepte. Et je crois fermement que tout ce qu'on veut laisser comme trace, comme le ver à soie a laissé sa trace, sa maison, son cocon, qu'il ne va pas mourir, il va devenir de la soie, il va devenir des vêtements. En fait, tout un cycle, tout est préparé pour que dans cet univers, il y a une logique et une exactitude de plus qu'un horloger. Quand on dit que tout est chronométré, tout revient à l'heure, le soleil se lève à la même heure et tout est là. Qui fait ça? Qui est cet horloger? Voilà, c'est la question que je pose. C'est que j'étais un peu déçu que les artistes qui vivent là essayent, à juste raison, d'apparaître, de figurer, d'être connus. Parce qu'être connu pour eux, ça veut dire qu'ils vont pouvoir enfin vivre comme tout le monde, non pas vivre et beaucoup vendent des tableaux très peu chers parce qu'ils ont une famille, ils ont un atelier qu'ils louent. Il faut dire que la production d'une année, quand on fait une œuvre, par exemple, le jour où vous voulez faire une exposition à la fin de l'année, vous avez une trentaine d'œuvres. Et bien imaginez-vous, l'artiste qui a toute l'année n'a pas de travail. Donc pour lui, ces 30 œuvres, c'est son travail. C'est-à-dire que si vous voulez voir combien coûte une œuvre, son prix de revient, il faut calculer la location de son atelier, l'achat de son matériel, le temps qu'il y a mis,
les taxis qu'il a pris pour venir, l'éclairage, le cocktail, l'imprimerie, et tout ça, on va dire que c'est une certaine somme qu'il va répartir sur ces 30 points. Et là, il va dire, voilà, le seuil auquel je peux, le minimum auquel je dois vendre ce tableau pour que j'ai un gain mensuel d'à peu près 5000 dirhams par an. Les autres toiles, ils vont rester dans l'atelier, ils sont invendus. Et s'il veut repeindre, il faut qu'il rachète, il ne va pas peindre au-dessus d'autres. Donc, comment on peut dire combien coûte une toile? Quelle est la valeur? Elle ne va pas être la même pour celui qui a son père derrière lui, ou bien qui est ingénieur, médecin, qui peint, comme celui qui n'a rien d'autre que ça. Il y en a qui auront peut-être l'occasion de donner quelques cours à des enfants. Et donc chacun espère que cette toile va lui amener un peu plus que son confort, qu'il puisse acheter sa voiture, sa maison. Donc je viens dire, entre celui qui dit qu'il doit faire son calcul économique pour dire je ne vais pas vendre moins de 10 000 dirhams la toile, sinon je suis perdu. Et donc, aide le bénéfice d'Yalo et tout. En plus, la galerie s'il va exposer, elle va prendre son pourcentage. On sait que les galeries prennent entre 30 jusqu'à 50% du tableau vendu. À tel point que les artistes se disent, bah alors le galeriste n'a qu'à être artiste puisqu'il gagne autant que moi. Mais le galeriste aussi, il a ses frais. Et toute l'année, il a une galerie qu'il loue. Et il doit payer le personnel, il doit payer les gens avec qui il discute, les journalistes qu'il invite, son carnet de trucs. Et donc il a des frais, moi je l'ai su après. Et lui aussi, il doit calculer les impôts, les trucs. À la fin de l'année, si un artiste reste un mois, en général 3 semaines, et une semaine pour préparer la prochaine. Eh bien, il a mobilisé la galerie que l'autre loue à 30 000 ou 40 000 dirhams par mois, le personnel, etc. Donc voilà, les galeristes, eux aussi, ne se font pas d'idées. Ils ne peuvent pas inviter un artiste qui ne vend pas. Quand je disais, moi, je me rappelais des écoles où il n'y avait pas de cours de peinture, il n'y a rien. Un enfant qui n'a pas eu cette éducation, qui n'a pas été voir des musées pendant qu'il était jeune, qui n'a pas essayé lui-même de voir la difficulté que faire pour avoir un tableau, ne peut pas réaliser de la valeur. Comment il va acheter? Il va devenir un PDG, il va devenir... Mais s'il a goûté à ça, s'il a vu la difficulté, s'il a compris le message qui est transmis à travers l'œuvre, alors à ce moment-là, lui-même, moi je suis artiste et j'ai acheté à d'autres artistes parce que j'ai aimé. Je me rappelle que j'ai acheté un tableau quand je suis arrivé, 4 fois mon salaire, parce que j'ai eu un coup de cœur. Et je suis artiste, mais j'ai fait quelque chose qui me plaît. C'était un coup de comment dire, c'est pas, pour moi c'était un luxe. Je voulais l'avoir, je l'ai eu. Et il est resté comme ça. Donc, on ne peut pas dire que les artistes sont tous pareils. Il y a des artistes qui ne sont pas des artistes. Il y a des copieurs, il y a des trucs. C'est comme dans la musique. Il y a des gens qui reprennent des musiques d'autres, ils les mettent à leur façon. Des DJ, des trucs comme ça, qui disent qu'ils inventent, ils n'inventent rien. Ça existe. Donc maintenant, nos artistes cherchent à être connus. Alors, quand il a un don, souvent celui de bien copier, eh ben, il veut montrer comme une femme qui a une belle voix et qui imite Kulthum. Il prend une chanson de Kulthum, la Tlal, pour que les gens apprécient qu'elle a une belle voix. Mais il faut apprendre à chanter. Apprendre à chanter, il ne suffit pas d'avoir une belle voix. Il faut qu'elle y ait. Quand est-ce que tu dois prendre l'oxygène, pour rester haut, quand est-ce que tu dois... Ça, c'est toutes les techniques qu'on apprend. Un artiste qui n'a pas un don ne sera pas un bon artiste.
dans tous les dons, donc, que ce soit l'art, que ce soit le théâtre, que ce soit la poésie, il faut qu'il y ait un don. Dieu a fait ce monde varié. Et quelqu'un qui est doué pour l'armée ou pour la médecine ne va pas être doué pour la peinture, ou alors un peintre ne peut pas être. Donc, ce monde est diversifié, il est là pour qu'il y ait pas uniquement des rois, que des rois, il faut qu'il y ait une hiérarchie, même chez les fourmis, même chez les abeilles, on trouve cette classification. Donc, chaque responsable a un cerveau. On croit que nos cerveaux sont pareils. Nos cerveaux se ressemblent, mais ils ne sont pas pareils. من هذاك اللي بني عندك واحد بحاله À ce moment-là, avec des gens, des artistes professionnels, qui vont faire la part des choses entre les artistes professionnels et les artistes amateurs, les artistes à l'intérieur du catalogue, les figuratifs, toutes les tendances que nous avons. Parce que j'estime que là, c'est comme la musique, et il y a à boire et à manger pour tout le monde.